Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Merci beaucoup. Donc, ici, c'est HB Fuller. Je sais, vous savez, généralement que moi, d'habitude, quand je fais une vidéo, je ne vous donne jamais ce que la compagnie fait, etc. Si les chiffres vous plaisent, la première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que la compagnie fait? D'accord? Donc, c'est déjà un premier pas pour apprendre à faire de l'analyse fondamentale. Et vous savez que cette chaîne, c'est uniquement basée sur l'apprentissage. Comment faire de l'analyse fondamentale de la manière la plus sérieuse possible. OK? Et donc, si je regarde les chiffres, c'est très bien, croissance ici. Mais comme on peut le voir ici, c'est une croissance en escalier, c'est-à-dire que ça, soit c'est une entreprise qui fait généralement une croissance par acquisition. Ouais, ça se voit littéralement. En fait, quand vous commencez à faire de l'analyse quantitative, vous développez à peu près, vous avez l'œil directement, ok? Comme ça, je sais que boum, on fait une acquisition, ça monte. Boum, une acquisition, ça monte. Boum, une autre acquisition, ça monte. Donc, c'est normal, ok? Donc, c'est une croissance par acquisition. C'est bien, mais ça permet de maintenir les marges. En supplément de ça, vous devez également vous poser la question de savoir quelle est la taille du marché, quels sont les types d'entreprises qu'on achète en date d'aujourd'hui. Et voilà, comme ici, c'est de la chimie spécialisée, donc ça peut inclure énormément d'éléments. J'aime bien la chimie spécialisée, parce que c'est le type de chimie, c'est le type de produit sur lequel on peut avoir un pricing power. Stabilité ou croissance des marges brutes, on va se dire que la marge brute est plutôt stable. Ok, on compare avec la marge EBITDA qui, elle, est en croissance. Pourquoi? Si je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à avoir des marges brutes de plus en plus comment est-ce qu'on fait pour avoir une marge brute stable mais une marge EBITDA de plus en plus élevée? Si vous avez fait ici, euh, si vous avez appris à analyser les états financiers, vous savez littéralement ici que la différence se passe au niveau des dépenses opérationnelles, qui sont soit moins élevées, ou bien qui ont tendance à être qui ont tendance à être stables alors que le revenu augmente. Quand je dis stable, du point de vue volume par rapport à la période précédente, dans tous les cas de figure, si on regarde bien, c'est généralement à ce niveau-là que ça va se passer. Après également, même pas après, je pense que la grosse raison, ça sera à peu près à ce niveau-là. Quoique si on a réduit également les dépenses en termes de marketing, ça peut jouer. Si on a également réduit les dépenses en recherche et développement, ça peut jouer. Donc, vous, votre rôle, hormis le fait que ce soit intéressant de regarder HB Fuller du point de vue quantitatif, les marges sont belles, etc., c'est de comprendre la variation derrière ces marges-là, que ce soit positif ou négatif. Donc maintenant, on a l'EBITDA qui est positif, qui est de plus en plus élevé. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que si on a réduit la recherche et développement pour augmenter, alors pour que les marges EBITDA soient de plus en plus élevées, c'est un problème. Parce que je sais que cette compagnie aura besoin d'investir en recherche et développement. Donc, à comparer du point de vue pourcentage et également du point de vue volume par rapport à ses concurrents. Bref, on n'est pas là pour parler de la marge de la recherche et développement ici, mais le but ici est généralement de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la variation d'un ratio. Ensuite, on ne regarde pas juste le ratio et on est content. Non, la véritable raison, la véritable analyse fondamentale, c'est faire parler les chiffres. Ok. Marge nette, remarquez que les marges nettes sont plutôt stables également. Ok. Ensuite, on regarde ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Sensiblement, on va dans le même sens. C'est un business à capital intensif, donc on n'aura jamais les free cash flow qui vont dans le même sens que les bénéfices nets. Et donc, si c'est le cas, ok, on me demande combien de fois les bénéfices le marché paye pour ce type d'entreprise. Comme vous pouvez le voir, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices. En moyenne, ici, on va être aux alentours de 15 à 17 fois les bénéfices par là. Hein. Ouais, c'est ça. 15 fois les bénéfices, boum. Donc, si je reprends mon évaluation, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 74, bon, enfin, ce ne sera pas 74, hein, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est 74, mais l'entreprise a fait moins 5 en post-market ici, donc on sera à 70 dollars pendant la vidéo, je prendrai au courant de la journée ici, et après, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-ci, ça sera peut-être dans 6 mois, donc ce n'est pas trop le prix qui est important, c'est tout le raisonnement qu'on a derrière le chiffre, en fait, dépendamment du prix qu'il y aura cette journée-là, appliquez à peu près, soit vous copiez à peu près le même raisonnement, mais je ne vous encourage pas à le faire, parce que je vous encourage toujours à penser par vous-même. Ok. Donc, ceci vous permet uniquement de ne pas commencer sur une page vierge, d'accord? Donc, au moins ici, avoir un avis différent. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ou bien, oh, ça peut être un point intéressant à aller regarder en profondeur. Ok. Donc, si on regarde ici du point de vue quantitatif, ça représente combien?
15 fois les bénéfices, c'est un business assez... Bon, 66% du temps, les analystes ont raison, se font de bonnes prévisions ici. Et attention, ça veut dire ici que... Ça veut juste dire que quand les analystes sont optimistes sur le dossier, ça a souvent tendance à se réaliser. Quand ils sont pessimistes, ça a également souvent tendance à se réaliser. Ce n'est pas trop les chiffres exacts. Parce que quand on regarde le Analyst Scorecard ici, sur une période ici de 5 ans, on voit que pendant la pandémie uniquement, c'est la dernière fois où on a eu à peu près des prévisions qui sont éloignées de celles qu'on avait en début de période. Donc attention, avec une marge ici d'erreur de 20%. Donc quand moi je regarde ici, quand je prends un price target ici, et que je le mets à 5,43 $, je sais pertinemment qu'on aura soit plus, soit moins. Mais en tout cas, on sera à peu près dans cette tendance-là. Il y a de fortes chances qu'on soit dans cette tendance-là. Donc, mon rôle maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui poussera l'entreprise à générer de plus en plus de bénéfices nets dans le futur. Et est-ce que le prix que je paie en date d'aujourd'hui me permettra au moins de récupérer ma somme de départ? Donc, aujourd'hui, si on regarde à peu près le même niveau de bénéfices nets qu'en 2024, ok, ça donne 4,15 $. Divisé par le nombre d'actions, divisé par le prix actuel à 70. D'accord? Ça donne à peu près 5,9%, ce qui est intéressant. C'est correct. OK? Maintenant, si l'entreprise est dans un secteur d'activité de plus en pleine croissance ou bien sur lequel elle doit un secteur d'activité en pleine consolidation, ça peut être intéressant. D'accord? Le profil de croissance peut être intéressant. Et donc, si on regarde ici, je me fie à 15 fois les bénéfices. Ça donne à peu près combien? 15 fois les bénéfices de 2026, 5,43. Multiplié par 15, ça donne à peu près 421,45. Moins la dette nette, parce que vous savez que j'enlève toujours la dette nette. Donc, on arrive ici, la dette nette, voilà, ça donne combien? On a une dette nette en date d'aujourd'hui de combien? On a une dette nette de 30,81. 30 $? 91, c'est beaucoup ça. Donc, disons moins 31. Ça donne à peu près 50,45. C'est en dessous des... Attention, c'est en dessous des 5,43 ici, donc ça sera à peu près... Voilà, idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours de 10 fois les bénéfices. OK? Je ne dis pas que la dette la dette ici, on peut la repérer avec les free cash flow en 6 ans, slash bénéfice là en 6 ans, c'est possible. Mais également, il faut vous rendre compte que ça reste un business qui a généralement des PER moins élevés, des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets ici, parce qu'il y a souvent un effet BFR ici. Donc, ça peut également être pris en considération. Sans doute, c'est la raison pour laquelle on ne paye pas des multiples assez élevés ici. Et donc, quand moi je regarde ça, je vais être assez prudent par rapport à la dette. Oui, l'entreprise a des bénéfices, pourrait générer le même niveau de free cash flow si elle, après les bénéfices nets, si elle encaissait le cash ici au moment où le produit est livré. Bien, c'est payé moins en termes d'inventaire. Bref, c'est une façon de vous dire ici qu'il faut regarder l'impact. Quel est l'élément qui a eu un impact négatif sur le free cash flow? Est-ce que la dépense en capital est de plus en plus élevée? Si la raison est oui, si la réponse est oui, pourquoi? Bref, on y va rapidement. Idéalement, j'aimerais l'avoir à 55 $. Idéalement. OK? Ce qui veut dire que celui qui va acheter cette compagnie en date d'aujourd'hui, c'est uniquement pour ce rendement de plus en plus élevé. Le dividende, s'il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Vous allez me dire ici, oui, mais c'est 1,21%. Non, monsieur. Compare celui qui a acheté cette compagnie à 14 $, qui reçoit 85 $, 0,85 ici par an, son rendement sur coût son rendement de dividende est plus élevé que le tien. Donc, lui, il est à 6%. Et donc, toi, aujourd'hui, quand tu achètes 1,21, dis-toi que tu pourrais avoir 5,61. Ça, c'est le plafond de verre. Et si la croissance continue, d'accord, si le bénéfice net continue à croître, ça pourrait être de plus en plus élevé. Et donc, ton travail, ça sera plutôt au niveau de la croissance. Donc, ça pourrait être une entreprise intéressante pour ceux qui recherchent un rendement de plus en plus élevé dans le futur, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'entreprise actuellement n'augmente pas ce dividende-là sur les années à venir. Bref, vu quantitativement comme ça. Parce que on ne peut pas être... l'avis que je donne ici ne peut pas être définitif si je n'ai pas à peu près les informations concernant la tendance dans le secteur d'activité. OK? Ça tombe bien parce que la thématique, la prochaine note d'analyse la note d'analyse sectorielle dans la top newsletter portera sur le secteur de la chimie spécialisée, de spécialité. D'accord, on va le dire comme ça. Et donc, vous allez recevoir ça dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la top newsletter, le lien est en description
de la vidéo. Pour ceux également qui veulent s'abonner à quelconque autre service ici de Top Invest, vous recevez également une information par rapport à ça après avoir mis vos caractères courriel. OK? Donc, nous avons une entreprise ici. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Ma réponse est oui. Je la mettrai dans ma watchlist. HB Fuller, c'est... Déjà, je vérifie, est-ce qu'on a accès à la watchlist? Bien sûr. Ensuite, HB Fuller, je viens là. C'est quel secteur d'activité? C'est Materials, Chemical. OK, on ferme. Voilà. Materials, Chemical. Je vais juste actualiser parce que vu que je viens de la rajouter ici. En fait, c'est pas qu'elle ne faisait pas partie de ma watchlist, mais il y a une watchlist pour les dividendes ici, mais j'ai choisi ici de les mettre ensemble. C'est plus facile pour moi parce que dans tous les cas de figure, moi, je suis pas quelqu'un. Le dividende n'est que la cerise sur le gâteau. D'accord? Donc, HB Fuller, je mets la date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes, voilà, pour que la personne qui regarde la watchlist puisse savoir qu'il y a une analyse qui est disponible qui a été faite en date du 20 novembre 2024. Ou bien la dernière fois que ce prix a été révisé, c'était à cette période-là. Je mettrai 55 $. Ça mettra ici que, l'entité n'est pas intéressante. OK? Mais au moins, si tu tombes sur la vidéo, tu pourras savoir pourquoi est-ce qu'il voudrait l'avoir à 55 $. Et je répète une chose, je n'ai pas dit ici que le prix actuel que l'entreprise en date d'aujourd'hui est surévaluée. Non. Je dis que c'est pour ceux qui recherchent un rendement sur les dividendes, OK. Parce que pour moi, tant que la dette ne diminue pas, je ne peux pas avoir tendance à regarder plus loin que ça. Mais attention, on peut également avoir une revalorisation des multiples. OK? Donc, je suis vraiment partagé. Je pourrais mettre cette compagnie à 80 $, que ça ne changerait rien du tout. Mais je prends toujours en considération la dette. Donc, je laisserai ça à ce niveau-là. Mais je dis une chose, c'est que ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Ceci n'est que mon avis. D'accord? Et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. De toutes les façons, quand vous allez regarder ici, parce que c'est bien de regarder le price target, mais également, vous pouvez regarder le PER sur un N+3 et remarquer qu'il est en dessous de 15. Ça peut commencer à être intéressant en dessous de 15. Donc, pourquoi pas? C'est un peu comme Vicat en dessous de 15, un peu comme Rio Tinto en dessous de 15, mais ça reste des business cycliques normalisés les résultats. Nucor également en dessous de 15, mais cyclique normalisé les résultats. Lind 23,8, Sika 23,5. Donc, et Air Liquide 21,2. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je pense que HB Fuller pourrait être une entreprise intéressante. Allez regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. C'est un très bon business. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un dividende ici, ça peut être, comme je l'ai dit tantôt, ça pourrait être intéressant à regarder. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Pour ceux qui connaissent la compagnie, laissez-moi savoir en commentaire. Ceux qui l'ont en compagnie, ceux qui l'ont également en portefeuille, laissez-moi savoir en commentaire avec vos différents PRU. Au moins, ça permettra d'alimenter le débat. Pour ceux également qui ont lu sur la compagnie, quels sont les risques à l'horizon et surtout quelles sont les opportunités. Merci, au revoir.